Merci à Lasgo d'avoir pensé à regarder le futur, qui est pour nous un présent, la cybersécurité. On a ce sujet, une opportunité de croissance dans un environnement très dynamique, et ces dynamiques, elles sont nombreuses, elles sont technologiques, elles sont géopolitiques, elles sont juridiques, et on va essayer d'explorer ces sujets, d'apporter de la connaissance, de voir comment aussi le groupe se positionne, et c'est la raison pour laquelle je suis très heureux d'accueillir Florence Puy-Barrault, qui est directrice générale du CLUSIF, Guillaume Contat, qui est le RSSI du Parlement français, de l'Assemblée nationale, Ahmed Baladi, qui est avocat et partners, et bien sûr Hugues Foulon, Orange Cyberdéfense, qui est l'un de nos fleurons, et dont je sais vous revenez des États-Unis, et on a une petite actu avec les Américains, donc peut-être on en parlera. Tu as fait le plan de table ? Non, mais par contre vous êtes parfaitement positionné, c'est parfait, au milieu. Moi je vais me mettre sur l'extérieur, je vous en prie Hugues, et moi je vais me mettre ici. Alors Hugues, on va partager le micro, je pense, si ça vous dérange pas. On a 1 heure, il est 35. On va essayer de prendre un peu d'avance sur le retard. Donc on va garder ces 5 minutes si vous nous y autorisez. Et sans transition, on va rentrer tout de suite dans le sujet. Si vous avez suivi l'actualité, vous avez vu que le groupe Orange a fait une très belle annonce hier et est renforcé par une autorité, un menhir dans la cybersécurité, c'est Guillaume Poupard. Mais ce n'est pas l'arrivée de Guillaume Poupard qui a anticipé le positionnement du groupe et d'Orange Cyberdéfense sur le sujet, et c'est de longue date. Et cette notion d'anticipation, elle est clé en cyber, elle est clé pour le business, mais elle est clé aussi pour ceux qui se défendent. Donc on rentre tout de suite sur ce sujet de la menace, et je vais me tourner vers vous, Florence. Florence, vous avez eu des expériences qui vous ont permis de suivre la menace depuis de nombreuses années, et aujourd'hui vous êtes au CLUSIF, qui est un carrefour en fait des utilisateurs, des potentielles victimes, mais aussi de ceux et celles qui apportent des solutions. Est-ce que vous pourriez partager votre vision de la menace et peut-être revenir sur le panorama de cette menace ? Alors oui, bonjour, merci Sébastien. Donc juste 2 mots pour le CLUSIF. Nous sommes une association de cybersécurité, c'est-à-dire l'une des plus anciennes en France. Le CLUSIF existe depuis 1992 et on réunit aussi bien des utilisateurs de solutions et de services de produits de cybersécurité que des fournisseurs, donc comme Orange et d'autres. Donc on a cette double présence qui permet d'enrichir aussi les débats, l'objectif de l'association étant de se réunir, d'animer la communauté et de travailler sur les thématiques qui intéressent en fait toute la communauté, donc à travers des livres blancs et des conférences. Donc c'est vrai qu'on a un panorama. Bon, moi je suis au CLUSIF depuis seulement quelques mois, mais j'ai, comme vous l'avez rappelé Sébastien, un historique dans le secteur. J'ai occupé auparavant le poste de directrice du campus Cyber Hauts-de-France, et avant j'ai été journaliste également, et j'ai travaillé également pour les assises de la cybersécurité. Donc, pour en revenir sur le panorama de la cyber, alors il y a beaucoup de publications les 2 références en France, c'est le panorama que fait tous les ans l'ANSSI, et puis je me base aussi beaucoup sur ce que fait cybermalveillance.gouv.fr. C'est vraiment pour moi des sources non seulement d'informations, de renseignements, et puis bien sûr comme Orange et comme beaucoup de fournisseurs de solutions et de services de cybersécurité a aussi ces métriques qui sont toujours intéressants à regarder pour avoir un état des lieux. Alors l'état des lieux, sans revenir sur tout ce qui est fait, puis on va avoir des publications qui vont bientôt sortir là en fin d'année. Qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque, vous le savez, une augmentation très forte des attaques, mais c'est normal puisque en fait notre champ numérique est extrêmement étendu, s'étend de plus en plus à tous nos moments de la vie, personnels, professionnels. Donc ce sont autant de sources, bien sûr, d'attaques. Alors, pour résumer, j'ai regardé un petit peu en venant vraiment les grands points. On peut distinguer bien sûr ce que déroule dans les grandes entreprises, les grands comptes, ce qu'il y a dans les PME, les ETI, donc les entreprises plus petites, et puis bien sûr le grand public. Alors je n'ai pas dit que le CLUSIF est une association B2B, c'est une association professionnelle. On ne s'adresse pas directement au grand public, mais indirectement. Mais on est aussi une association reconnue d'utilité
d'utilité publique. Donc on a aussi à cœur de vouloir pousser les messages de cybersécurité. Donc si on reprend dans les grandes entreprises, bon ça c'est l'ANSSI qui le dit, qu'est-ce qu'on voit? C'est les attaques sur la supply chain. Ce sont des attaques à but lucratif, mais ça c'est vrai pour tous les typologies de victimes. Les grandes entreprises, et le patron de l'ANSSI, enfin Vincent Strubel, le successeur de Guillaume Poupard, le répète souvent, de plus en plus c'est la déstabilisation et l'espionnage. Donc on voit quand même il y a énormément d'attaques, et ça c'est de plus en plus fort. On en entend beaucoup parler. Sur les PME, les ETI, on est vraiment sur de ransomware. Donc là, c'est vraiment de la criminalité financière, enfin à but lucratif. Et sur les particuliers, ce que distingue vraiment cybermalveillance, c'est la violation de données personnelles. Il y a énormément d'entreprises qui se sont fait attaquer. On récupère les données, on va les vendre au plus offrant. Voilà, c'est un peu l'état. Et pour terminer, parce que je ne veux pas être trop longue, parliez du panorama de la cyber. Nous, on a un panocrime, un panorama de la criminalité qui se déroule le 15 janvier au campus cyber à La Défense. C'est accessible sur site, donc sur place, vous pourrez vous inscrire, ou en streaming, vous pourrez assister pendant 2 heures à ce panorama. Merci Florence. Et oui, on hésite entre se tutoyer et se vouvoyer. On devrait se tutoyer parce que c'est ce qu'on fait aussi à la vie civile. Je voulais poser peut-être une question. Ransomware, ça parle à tout le monde ? Ah, c'est bon ça, on est chez les experts. Et est-ce que vous vous êtes fait aussi contacter pour changer votre fournisseur d'énergie ? Ok, d'accord. Donc on est sur un public sensible. Je suis déjà en train de me hacker. Ahmed, j'avais prévenu, mais je voudrais tout de suite faire réagir Hugues Foulon. Hugues, comment un industriel qui fait partie du groupe de tête de la capacité française répond à ces menaces, puisqu'elles sont différentes en nature, en intensité, et puis à la fin, il y a quand même un élément de marché qui est structurant. Merci, bonjour à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous, étant et actionnaire et salarié du groupe Orange, donc d'être avec vous. Non, je pense qu'on est peut-être à la fin d'une période de naïveté sur est-ce que ça va nous arriver. Donc nous, la question qu'on se pose tous les jours, c'est quand est-ce que ça va nous arriver ? Est-ce qu'on est bien préparé ? Est-ce qu'on a travaillé notre plan de riposte à de telles attaques ? Et tout ce qu'on voit dans le monde aujourd'hui, il y a un lien assez extraordinaire d'ailleurs entre ce qui se passe dans le monde de la cybersécurité et la géopolitique en général, et ce qui se passe depuis 9 mois, 12 mois bientôt dans le monde précipite, ou en tout cas accélère ces phénomènes cyber. Et donc comme ça vient d'être dit, il y a une recrudescence des attaques. Ça se structure en trois blocs de typologie d'attaquants. Ça peut être les groupes qui sont soutenus par les États ou les États eux-mêmes, notamment à l'est de l'Europe. Ça peut être les cybercriminels, et ça pullule dans toutes les zones géographiques du monde. Et ça peut être les activistes, les hackers activistes, qui est un phénomène qui est en développement rapide. Et c'est des gens qui se retrouvent de façon conjoncturelle pour une cause politique, sociétale, environnementale, idéologique, religieuse, sur un fil Telegram, et qui vont se désigner un acteur, une cible commune, sans se connaître. Et donc on a vu ça après le 7 octobre, avec des attaquants qui venaient d'Indonésie, d'Iran, du Pakistan, peu importe, et qui se retrouvaient sur une cible commune. Et donc le groupe Orange, il est face à ça. Nos infrastructures sont face à ça. Et si on prend ce qui s'est passé au milieu de l'année 2025, sans que ça soit forcément public, mais je pense que je peux le partager avec vous au titre de l'ASGO, on a subi 4 cyberattaques majeures. 4 cyberattaques majeures. Je vais vous une sur le groupe Orange en France, qui était un ransomware. Voilà. Donc intrusion dans le système, cryptolocage, demande du rançon avec exfiltration de données. 2, et ça c'est public aussi, une fuite de données, voilà, à travers la chaîne de sous-traitance, donc fragilité de la supply chain, d'où la protection des PME telle que ça vient d'être évoqué. 3, fuite de données aussi par inadvertance, si je reste poli, d'un des salariés qui avait utilisé son ordinateur perso pour aller sur un site pro-sensible alors que son ordinateur perso était contaminé. Ça vous donne un petit peu une idée de l'hygiène numérique qu'il faut avoir. Et puis 4, c'était pas une cyberattaque, c'était une fake news. Voilà. Et donc, c'est une illustration à l'échelle d'Orange qu'il y a une forme de convergence
entre les cyberattaques à proprement parler et les campagnes de désinformation massive qui ont touché un acteur comme Naval Group cet été. Voilà, donc c'est un peu ça les phénomènes qu'on voit chez Orange. Merci beaucoup et merci d'avoir amené aussi cette dimension réputationnelle pour les entreprises parce que directement ça influe sur le cours de marché et ça c'est un sujet qui vous intéresse. Ahmed, je voudrais me tourner vers vous. On vient de voir qu'il y avait un sujet interne, un sujet externe, une menace interne en tant qu'entité critique et puis aussi sécuriser l'externe. Mais on vient aussi de parler du lien, de l'impact de géopolitique. Cette situation géopolitique qui crée des positionnements politiques qui se traduisent à la fin par des régulations. Et ces régulations, elles peuvent à la fois être une réponse, mais elles sont aussi parfois une menace. Est-ce qu'on peut traiter ce sujet de la menace juridique ? Oui, tout à fait. C'est un très bon point, puisque on va dire que pour illustrer mon propos, je vais donner un exemple très concret. Ça sera plus parlant. Parce que je suis encore dans un tunnel d'une cyberattaque qui a visé un grand groupe européen. Et pour illustrer ce que vient de dire Sébastien, c'est que, bien entendu, en tant que groupe français, un siège en France, entreprise européenne, on va gérer la cyberattaque sous un angle, un prisme essentiellement européen. Or, de par l'activité à l'étranger de grands groupes, y compris Orange, gérer et répondre juridiquement à une attaque, c'est satisfaire de nombreuses exigences réglementaires dans de nombreux pays qui ont une vision pas forcément identique à l'approche suivie par l'Union européenne ou par la France. Et lorsqu'on doit répondre à une attaque globale, c'est un peu comme si on rentrait dans un tunnel on sait quand on y rentre, on ne sait pas trop quand on y sort, puisque vous allez devoir vérifier quelles sont les différentes législations applicables à l'entreprise. Et ça nécessite une analyse assez complexe pour pouvoir déterminer quelles sont les actions que vous allez devoir mener. La difficulté, c'est qu'en fonction des pays concernés, des législations applicables, la réponse juridique, je donne un exemple, en Corée du Sud, vous devez répondre en 24 heures. Dans certains pays du Moyen-Orient, c'est la même chose, en Inde, en quelques heures. Et donc, répondre aux régulateurs qui vous posent des questions en si peu de temps et en n'ayant pas droit à une deuxième chance, puisque ce que vous déclarez, en fait, vous pouvez difficilement revenir dessus, vous place dans une pression et un tunnel extrêmement complexe, stressant. Et je terminerai juste pour dire que la complexité, elle est également rendue encore plus difficile par le fait qu'il faut réunir différentes compétences, le juridique, le cyber, la communication, les ressources humaines, les métiers, et devoir gérer différents acteurs au même moment et à nouveau en très peu de temps, entre 24 et 72 heures. Tout ça sous stress. Tout ça sous stress. Pas forcément dans les heures ouvrées, on l'oublie. Absolument. Et avec un facteur humain qui est déterminant, puisque, bien entendu, il faut prendre des décisions dans l'intérêt de l'entreprise en très peu de temps, avec pas forcément des intérêts convergents. J'ai peut-être une question de suite quand même, parce qu'on voit que ces postures politiques, donc ces enjeux de sécurité nationale, poussent à des positionnements nationaux, pardon de la redondance, et donc on a les États-Unis qui vont, au titre de la sécurité nationale, prendre des législations type Cloud Act, et je prends spécifiquement celle-là et pas le Patriot Act, et peut-être dire un mot sur ce qu'est le Cloud Act, versus la législation chinoise qui fait la même chose. Et au milieu, on a nous qui sommes en train de répondre à la fois à la menace interne, externe et juridique. Non, tout à fait. C'est la beauté de ce monde aussi complexe et l'aspect géopolitique, mais c'est vrai qu'on a différentes approches stratégiques. Si on commence par la Chine, la législation chinoise est faite pour protéger les données qui ne sont pas censées sortir du territoire chinois. Donc ça, c'est déjà l'aspect, je dirais, plus, on va dire, protecteur de la législation chinoise. Et donc, si vous êtes victime d'une cyberattaque et qu'on se rend compte que les données de clients ou de salariés chinois se trouvaient en dehors du territoire chinois sans autorisation ou sans respecter la législation, là, vous allez devoir rendre des comptes à l'administration chinoise. Et l'aspect politique, pour vous donner un exemple encore plus concret, c'est que dans un des dossiers que je gérais pour un de nos clients, le gouvernement chinois qui, dans le cadre d'une cyberattaque et d'une notification que l'on avait faite aux autorités chinoises, l'autorité n'avait pas engagé d'action, de procédure de sanction. Malheureusement, entre-temps, la CNIL a sanctionné une entreprise chinoise, une marketplace que je ne nommerai pas,
Et 24 heures plus tard, nous avions un communiqué des autorités chinoises dans la presse chinoise pointant du doigt l'entreprise européenne en disant qu'elle n'avait pas respecté la loi chinoise. Donc ça, c'est le contexte, la réponse du berger à la bergère, et ce n'a rien de juridique, c'est simplement un contexte purement politique et une sorte de mesure de rétorsion. Pour les États-Unis, très rapidement, là on a une approche qui est complètement différente de l'approche européenne, à la fois sur le terrain judiciaire et sur l'intérêt national, puisque le Cloud Act est une législation américaine qui permet en fait aux autorités, aux agences américaines de renseignement d'accéder à certaines informations sous réserve de certaines conditions, mais en gros l'objectif c'est de pouvoir accéder aux informations d'entreprises américaines et étrangères surtout, même sans les hacker. Sans les hacker, voilà, donc tout sous vernis juridique et d'autorisation, et même lorsque ces données ne sont pas hébergées aux États-Unis. Donc il y a cette approche en fait très intelligence économique, comment accéder à de l'information très intéressante et pas forcément sensible, mais intéressante d'un point de vue économique. Et l'autre aspect américain qu'on ne retrouve pas du tout en Europe, c'est lorsque vous êtes victime d'une cyberattaque, malheureusement vous devez rendre des comptes aux consommateurs américains, pour ceux qui sont concernés. Et donc, vous faites l'objet de class action qui représentent des millions de dollars de coûts pour pouvoir simplement compenser un client qui va demander une vingtaine de dollars, mais multiplié par le nombre de clients, ça fait un gros chiffre. Merci beaucoup, Ahmed, et merci de mettre cette notion de frontière sur la table, parce qu'on dit souvent que dans le cyberespace, sur Internet, il n'y a pas de frontières, et on voit que sur ce sujet de la cybersécurité, de la cyberdéfense, on commence à voir remonter des frontières, notamment via le droit. Et pour un groupe comme Orange Cyberdéfense, ça veut dire aussi s'adapter à différents contextes juridiques, même en Europe. Et on reviendra quand on va parler de NIS 2. On parlait de la question de la réputation. Guillaume Contat, vous êtes le RSSI de l'Assemblée nationale. Donc vous avez 577 plus 1 clients, puisque chaque député est un OIV, une organisation d'importance vitale, et en même temps, vous avez l'institution. Or, vous devez gérer deux choses. Une ouverture, ce sont des communicants aussi, ils sont en mouvement. Vous devez sécuriser leur activité, et en même temps, ce n'est pas ce à quoi ils sont le plus sensibles. À quoi on est sensible dans le cyberespace? On est dans le cercle de confiance, hein. Tout ça n'est pas Chatham-House, mais on le garde entre nous quand même. Tout ce que je vais dire ici est filmé et les propos me seront attribués. Oui, effectivement, moi, les enjeux que je vais avoir, si j'essaye de faire une comparaison avec le monde du privé, il faut imaginer que j'ai le groupe qui est à Paris et j'ai 577 TPE qui sont répartis sur le territoire national, ultramarin, voire mondial, puisque j'ai des députés des Français de l'étranger. Donc j'ai un vrai follow the sun, c'est-à-dire que je suis H24 tout le temps, donc je couvre tous les fuseaux horaires, avec une perception qui est très individuelle de chaque député, en fonction de son écosystème, son origine, est-ce qu'il vient du public ou du privé, son passif joue énormément. Donc l'utilisateur est clé, vous partez de l'utilisateur. J'ai tout, exactement, et je dois m'adapter à toutes les typologies. C'est-à-dire j'ai du start-upper et j'ai de l'ancien fonctionnaire qui est là depuis 40 ans dans la maison. Il n'y a pas de sous-entendu? Aucun. Okay. C'est juste pour dire que je parle d'âge. Voilà. Et alors du coup, c'est quoi leur sujet? Leur sujet, c'est... Pardon? L'image. L'image, c'est le facteur essentiel pour eux parce que c'est ça qui véhicule leur action. En fait. Okay. Ils capitalisent là-dessus. Donc, vendre l'action chaque député souhaite... Enfin, c'est pas des commerciaux, évidemment, mais en tout cas, ils doivent pouvoir justifier auprès de leurs électeurs des actions qu'ils ont menées et de leur combat politique. Donc, l'atteinte à l'image est quelque chose qu'on doit préserver à tout prix, d'abord. Moi, en particulier sur l'institution, il est hors de question que nous, citoyens, remettions en question la bonne marge de l'institution à remplir son œuvre, qui est quand même le symbole de la démocratie en France. On le suit tous en ce moment avec le budget. Voilà, vous voyez que les débats sont animés, peut-être moins qu'à Glasgow, mais en tout cas, c'est quelque chose. Et donc, on a une espèce d'ambivalence de devoir non seulement préserver l'image de l'institution, mais aussi l'image individuelle face aux menaces dans le terrain du numérique. Chose qui n'était pas forcément... Et vous avez des outils là-dessus? Enfin, vous avez le droit? Non, pas du tout. Ah oui, donc c'est vraiment que de la sensibilisation. Non, j'ai évidemment un ensemble de technologies
que je mentionnerai évidemment pas Elles sont ici. toutes Orange Cyberdéfense. Mais de toute façon, elles sont pour la plupart non françaises, puisqu'il n'y a pas de marché. Enfin, il n'y a pas d'offreur, en tout cas, sur certaines briques. Néanmoins, on est client. Je suis ravi d'avoir Hugues à côté de moi, puisqu'on est client de votre offre. On a quand même une nécessité, malgré tout ce que tu disais, on va se tutoyer, hein, Vas-y. tout ce que tu disais concernant le cloud out, on doit quand même arriver à préserver malgré tout une indépendance. Et quand je dis une indépendance, c'est une indépendance parlementaire. Elle n'est pas nationale. C'est-à-dire que moi, mes enjeux vont se situer au niveau de la Constitution, avec l'indépendance du législatif par rapport à l'exécutif et le judiciaire. Ce qui fait que j'ai quand même, malgré tout, un enjeu qu'aucune autre institution du public n'a, hormis le Sénat, c'est d'avoir une indépendance vis-à-vis de l'exécutif. Et c'est là où le secteur privé peut apporter les outils que l'État ne peut pas mettre à disposition. C'est là où on est sauvé. Voilà. Donc pour nous, les entreprises privées sont on va dire la seule solution possible. On ne peut pas se reposer essentiellement sur les solutions de l'État à cause de... Vous êtes combien dans l'équipe? Suffisamment. Voilà. Suffisamment. On va dire. On va partager peut-être une anecdote, mais on avait voulu faire de la sensibilisation, par exemple, par une campagne de phishing auprès des parlementaires. Et donc, on se rappelait de cette fameuse photo d'un de nos présidents sur un scooter. Donc on a repris cette idée et on a envoyé le SMS aux parlementaires. T'as vu, on a une super photo du PR, enfin, donc d'Emmanuel Macron, etc. Et ils ont tous cliqué. Et donc là, c'était pour leur montrer comment en fait, il suffit de les connaître. Alors là, pour le coup, c'est assez facile pour les avoir. C'est l'un des enjeux de l'Assemblée, c'est cette prise de conscience qu'ils sont exposés en permanence dans un contexte où ils ont la tête dans le guidon et dans le budget. Et ça pose directement la question de la menace. Quel est le type de menace auquel j'ai affaire? Parce que la réponse à la fois technologique, mais aussi comportementale, elle va être fonction de cette menace. C'est là où la CTI est intéressante et c'est là où Panocrime est intéressant. Parce que d'un côté, on va connaître les grandes tendances et de l'autre, on va avoir la réalité, le résultat. Hugues, sur cette notion de CTI, est-ce qu'on peut avoir un mot? Et puis ensuite, c'est trop sympa, merci Florence. Puis ensuite, Florence, peut-être sur je ne sais pas si on peut ouvrir le Panocrime de janvier, mais peut-être sur cette approche du réel et une touche positive avant de passer au coup d'après. Oui, je vais peut-être juste passer un petit message en amont qui me paraît important, c'est qu'il y a 2 messages clés qu'on doit avoir chez Orange, et je dis ça en tant que salarié du groupe. Un, le message qui me semble, les 2 messages qui me semblent vraiment importants. La cybersécurité, c'est plus un sujet d'expert. Voilà, ce n'est pas qu'un sujet d'expert. C'est un sujet de tout le monde, c'est un sujet de management, et c'est la raison pour laquelle la cybersécurité est au comité exécutif du groupe depuis 2018, ce qui était assez innovant à l'époque. Aujourd'hui, c'est plutôt bateau comme thématique, mais on en parle beaucoup plus aujourd'hui qu'on en parlait il y a 5-8 ans. Mais la décision qui a été prise en 2017 de dire, voilà, on en fait un sujet clé du développement du groupe, mais aussi de la protection du groupe. Et il ne suffit pas, entre guillemets, d'avoir des experts dans nos équipes, c'est des sujets de management. Et on parle de cybersécurité, et c'est pas moi qui mets le sujet tout le temps sur la table d'ailleurs, quasiment toutes les semaines au COMEX. Donc c'est quelque chose qui est important. Le deuxième message, et ça a été évoqué à l'instant, c'est que toutes les solutions ne sont pas que technologiques. Voilà. Dans ce qu'on voit chez Orange Cyberdéfense, 40% des failles, c'est une faille humaine. Voilà. Donc c'est une personne qui, on a beau avoir les outils qui sont là, qui sont bien paramétrés, qui sont bien supervisés, qui sont mis à jour, qui sont patchés. Si la personne n'utilise pas bien ou pas de la bonne façon ou pas avec le bon device, vous avez forcément des failles dans le système. Je reviens à la question. C'est sur le groupe Orange, il a la chance, et c'est notre ADN, d'être opérateur de réseau. Hein, c'est notre histoire. Et donc on est un des rares acteurs européens avec autant d'actifs. On n'a pas vendu nos réseaux, on n'a pas vendu nos réseaux fibrés, on n'a pas vendu nos tours de télécom. On détient 450 000 km de câbles sous-marins, donc 10 fois le tour de la Terre. On a notre
IT, on a nos data centers, et en plus, par-dessus tout ça, on a 3000 experts en cybersécurité. Et donc ça fait d'Orange un acteur assez unique dans l'écosystème, particulier en tout cas, pour comprendre ce qui se passe. Et donc CTI, donc c'est Cyber Threat Intelligence, donc c'est le renseignement sur la menace, essayer de comprendre ce qui se passe. Et le groupe Orange, avec l'aide d'Orange Cyberdéfense, mais le groupe Orange en général, travaille sur la compréhension de la menace, suit la menace, voir comment les groupes évoluent. Par exemple, je vous donne un exemple. En février 2022, au moment de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, il y avait beaucoup de groupes de cybercriminels qui étaient russo-ukrainiens. Voilà, énormément. Et donc on a vu tout d'un coup, quelques jours après, pourquoi est-ce que les cybermenaces ont été réduites les jours d'après? C'est parce que les groupes se sont déchirés. Voilà. Et donc il y a eu ce qu'on appelle des spin-offs dans le monde économique, donc des explosions de groupes qui se sont recréés. Hein. Ils ont pas été faire autre chose. Ils sont restés dans cette industrie lucrative. Mais et donc on voit bien, c'est quelque chose qu'on suit et on voit bien les groupes russes. Qu'est-ce qui se passe en Iran? Qu'est-ce qui se passe en Chine? Qu'est-ce qui se passe dans d'autres pays? En gardant bien à l'esprit que dans le monde numérique, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas d'alliés. Tout le monde espionne tout le monde. Voilà. Donc c'est pas une question d'être paranoïaque, c'est une question de pas être trop naïf sur ce qui se passe dans l'écosystème numérique. La naïveté, Florence, est-ce qu'on est naïf face au crime? Non, on n'est pas naïf et il suffit d'écouter les experts parce que de toute façon, on a vu qu'il y a une vraie criminalité hein, et elle se chiffre en plusieurs dizaines, voire centaines de milliards de dollars si on prend la monnaie commune. Donc non, il n'y a pas de naïveté. On le verra d'ailleurs, bon, tu as rappelé Panocrime. Panocrime, en fait, c'est une étude des principales attaques et menaces de l'année. Tout ça, ça a été récupéré en source ouverte. Donc en fait, il n'y a pas vraiment... Il y a des scoops parce qu'on n'est pas tous à regarder et à suivre l'actualité cyber au jour le jour, mais on voit quand même, ça donne quand même une tendance générale. Bon, là, tu l'as rappelé tout à l'heure, la désinformation, les fake news, la déstabilisation, bien sûr, avec les événements militaires aux quatre coins de la planète, ça ne fait qu'exacerber les menaces, que ce soit l'Ukraine contre la Russie, la Palestine contre Israël. Mais enfin bon, à chaque fois que de toute façon aujourd'hui il y a un conflit, il y a une répercussion sur le plan cyber. Alors ça, c'est ce qu'on va voir. Mais bon, puis, on va pas revenir sur tout ce qui a été dit parce qu'il y a eu beaucoup de choses et il y en aurait encore plein. C'est vrai qu'on n'est pas naïf, mais il y a quand même il y a une prise de conscience. Alors encore, aujourd'hui, parce que moi j'ai beaucoup travaillé avec les PME quand j'étais en région, les grands comptes le savent. Et en effet, maintenant les directeurs cybersécurité sont au COMEX des entreprises. Et heureusement, et c'est très bien. Ce n'est pas le cas partout. Dans les PME, les ETI, ça commence parce qu'ils ont aussi des experts en interne de plus en plus souvent. Dans les PME, moi je l'ai vu sur... voilà, ce n'est pas le cas. On a beau faire des campagnes de sensibilisation, on a beau aller les voir, le dirigeant, il a 1000 choses à penser, surtout en période de difficultés économiques. Il faut avoir les carnets de commandes qui sont pleins, il faut que les prix ne montent pas trop, il faut pouvoir garder les effectifs. Enfin, la cyber, il en a conscience, mais c'est pas en haut de la pile. Donc ça vient malheureusement parfois quand il y a une attaque et qu'il est bloqué, là il y a un retournement. Malgré tout, c'est vrai que l'attaque cyber, elle est souvent liée à une erreur humaine. J'ai cité 40%, c'est énorme. Moi je dis souvent qu'un collaborateur bien averti, ça peut être aussi un lanceur d'alerte. J'aime bien aussi essayer de voir le côté positif des choses, parce qu'on est dans un monde, la cybersécurité, c'est super anxiogène. Tout est noir, tout est gris, tout est bleu foncé, les mecs avec leur capuche, il n'y a pas de femmes, ou quasiment pas. Pas assez, non, 10%, 10-15%. Donc c'est pas très réjouissant, on est d'accord. D'ailleurs, ce qu'on lit, c'est pas très réjouissant, mais il y a quand même des côtés positifs. Les côtés positifs, c'est que les grandes entreprises sont de mieux en mieux protégées. Alors il y a beaucoup de solutions sur le marché, mais ils ont pris conscience et ils investissent. Ça, c'est une bonne chose, même si on manque d'experts. C'est un autre sujet. Le deuxième point, c'est que on a quand même au niveau judiciaire, et notamment en Europe, dans le monde même avec Europol, etc., on s'est doté de structures. Les instances, la gendarmerie, la police, la justice, travaillent ensemble justement pour arrêter les criminels. Alors, on ne peut pas les arrêter partout, parce que dans certains pays du monde, on ne peut pas leur mettre la main dessus. Mais finalement, il y a quand même une coopération. On avait même à une époque
collaborer avec les Russes pour arrêter des cybercriminels. Bon, là, maintenant, c'est fini. Mais il y a une collaboration qui permet quand même de mettre fin à des réseaux. Il y a eu quelques exemples récents qui ont montré leur efficacité. Donc ça, c'est bien. Bien sûr, les réseaux se recréent. C'est comme les réseaux criminels classiques. Vous arrêtez des vendeurs de drogue et puis il y en a 10 qui vont se recréer. Malgré tout, il y a des choses qui se font et ça, c'est quand même positif. Il faut, de toute façon, quoi qu'il en soit, qu'on soit une PME, qu'on soit un particulier, qu'on soit un grand compte, on est attaqué, on porte plainte. Il faut faire remonter les informations. Vous êtes un particulier, vous vous faites piéger, ça peut arriver à tout le monde, même ceux qui sont avertis, ça peut leur arriver. Il faut porter plainte. Il faut faire remonter les informations auprès de la police ou de la gendarmerie, auprès de cybermalveillance, il y a Thésée, il y a Pharos, il y a tout un tas il y a peut-être trop d'outils aujourd'hui. Et ça, c'est important. Voilà, c'était un petit peu le message aussi que je voulais passer. Non, mais merci. C'est important aussi d'être positif parce qu'effectivement, on a que des raisons d'être négatif, mais il faut voir aussi le progrès, le chemin parcouru. Et dans ce chemin, et je vais me tourner vers Ahmed, on a aussi une réponse législative et réglementaire dans laquelle avec laquelle il faut se mettre en conformité. On n'a pas encore beaucoup parlé de l'IA, parce que l'IA accélère tout ça, l'amplifie. Cela étant dit, on a quand même un corpus réglementaire qui nous vient de l'Union européenne, qui est en train de descendre au niveau français. Et je voudrais peut-être vous faire parler te faire parler de deux sujets. Le premier sujet, c'est NIS 2, qui est probablement une opportunité business, d'abord, de mon point de vue en tout cas, puisque la condition de la sécurité, c'est un préalable. Et puis on a le CRA, le Cyber Resilience Act. Je voudrais peut-être en dire un mot parce qu'on parlait tout à l'heure d'une attaque par la supply chain. Est-ce que la régulation, la réglementation est aussi un élément à la fois de la réponse et de la maturité ? Non, tout à fait. Je pense que sur la réponse législative, elle vise déjà d'une part à protéger, on va dire, le citoyen, le consommateur, et aider l'entreprise à répondre, à anticiper, à mieux se préparer à la menace cyber. C'est d'autant plus important que lorsqu'on est victime d'une attaque cyber, et d'ailleurs pas attaque cyber, mais d'un incident, qu'il s'agisse d'une fuite de données interne ou une cyberattaque par un groupe criminel, on a déjà les conséquences de cette fuite de données, d'avoir ces données dans le dark web ou une atteinte à son image. Il va falloir répondre d'un point de vue technique à cette attaque. Mais il y a une deuxième conséquence qui est fondamentale, c'est que les régulateurs vont aller vérifier si vos mesures de sécurité étaient conformes ou sont conformes aux exigences réglementaires. Et là, croyez-moi, c'est un long processus. On doit répondre à beaucoup de questions. Et c'est l'opportunité pour le régulateur, en Europe, mais également en dehors de l'Union européenne, d'aller vérifier si vous avez bien respecté la loi. Puisque dans le cas contraire... Mais on fait de la conformité ou on fait de la cyber, finalement ? C'est les deux. C'est les deux, puisque la conformité... Dans la crise. Dans la crise, mais en amont de la crise, puisqu'il ne faut pas attendre. C'est bien mon message, c'est n'attendons pas la survenance de l'incident pour se poser la question de savoir si on est conforme ou non aux exigences réglementaires. Puisque si ce n'est pas le cas, vous pouvez être sanctionné dans de nombreux pays. Donc il y a déjà un risque amont. Il y a déjà un risque amont. Parce que l'incident cyber, finalement, ne fait que dévoiler l'état des mesures de sécurité qui ont été bien implémentées, qui n'ont pas du tout été implémentées ou qui ont été mal implémentées. Et de là, vous ferez l'objet d'audits très poussés de la part des régulateurs. Donc, pour revenir à ta question sur l'arsenal législatif que l'on a en Europe, mais on retrouve un peu l'équivalent aux États-Unis, en Asie, c'est qu'il permet, même si ça nécessite énormément d'investissement, de pouvoir déjà aider l'entreprise à mieux se défendre. Mais est-ce que NIS 2 c'est simple ? Est-ce que c'est adapté ? Parce que quand je discute avec les uns, avec les autres, et on en parlait pendant la crise, tout le monde voit ce qu'est NIS 2 ? Ok, NIS 2, c'est une directive qui aurait dû être transposée le 16 octobre 2024. On ne l'a toujours pas fait parce que la démocratie est dynamique en France. Et il semblerait, ça c'est une exclue, que la date de janvier soit encore reportée. Oui, voilà. Mais bon, ça, voilà. Mais globalement, on doit la mettre en œuvre et ça impose un certain nombre d'obligations. On passe de 500 entreprises à environ 15 000 en France, globalement. Donc ça, c'est ce qu'on doit faire. On devait le faire, on ne l'a pas fait.
on a une loi qui vient pour nous obliger à le faire, et c'est là où moi je vois l'opportunité marché. Et puis augmentation des prix, puisque dans les marchés captifs, les prix sont plus importants, donc une prime à l'anticipation. Donc moi, je suis Orange Cyberdéfense. J'ai des clients dans 27 pays européens. J'ai une directive qui arrive et je dois gérer ces réglementations. Comment je fais ? Et comment je fais dans une notion de crise, puisque vous parliez de la déclaration en 24 heures en Corée du Sud, il s'avère que les timings en Europe semblent à la bonne volonté des uns et des autres. Non, alors, je parlais déjà des aspects positifs de la législation, mais parlons maintenant de la complexité et parfois de la folie, je dirais, législative au niveau européen. La directive doit être transposée dans chacun des États membres. Il se trouve qu'en France, nous sommes en retard. Mais c'est un faux problème, puisque par définition, la plupart des entreprises de taille importante ont des activités en France, en Allemagne et ailleurs en Europe. Sauf que ces pays-là ont déjà transposé la directive. Donc vos activités en Allemagne sont déjà soumises à NIS 2. Donc ça serait une erreur de penser que parce qu'en France, nous n'avons pas encore transposé NIS 2, il n'est pas temps encore de mettre en place au moins le strict minimum en attendant d'avoir des ajustements en fonction des décrets d'application de la loi française. Mais pour moi, l'élément clé, c'est qu'il s'agisse de NIS 2 ou de toute autre législation au niveau européen, c'est d'avoir cette approche globale en définissant, en identifiant le plus petit dénominateur commun pour mettre en place cette politique de cyber-préparation et cyberdéfense, et ensuite, en fonction des exigences particulières locales, en France, en Allemagne et à nouveau en dehors de l'Union européenne, de faire des ajustements. Mais ne pas le faire en silo, pays par pays, ça serait une erreur d'un point de vue, je dirais même stratégique, et même d'un point de vue financier pour l'entreprise. Hugues, c'est le cas ? C'est ce que vous voyez ? Est-ce qu'on est bien cohérent ? Moi, j'ai une réflexion un petit peu ambivalente, parce qu'à titre personnel, je ne suis pas un malade de la régulation. Et je trouve que l'Europe ferait mieux d'innover plutôt que de réguler autant qu'elle le fait. Mais surtout quand on va dans le monde et qu'on voit ce qui se passe à l'extérieur de l'Europe, mais ça c'est personnel. D'un point de vue professionnel, en tant que dirigeant d'Orange Cyberdéfense, je suis ravi. Parce que par définition, c'est ce qui vient d'être évoqué, ça va accroître la notoriété des enjeux de cybersécurité, y compris dans les PME, et des entreprises qui n'étaient pas régulées par NIS 1 vont se retrouver régulées par NIS 2. Et donc, ça va mettre le sujet de cybersécurité, qui n'est pas un sujet... Enfin, moi, quand je vous en parle comme ça, je n'ai pas l'impression d'être anxiogène. Je pense que c'est la réalité auquel on fait face. Et je pense que c'est un devoir pour nous, chez Orange, de responsabilité. Enfin, il faut que vous ayez bien conscience qu'Orange est opérateur en Pologne, est opérateur en Slovaquie, est opérateur en Roumanie, est opérateur en Moldavie, 4 pays limitrophes avec l'Ukraine. Orange est opérateur en Jordanie, est opérateur en Égypte, 2 pays limitrophes avec Israël. Il se passe des trucs là-bas, et pas que sur le terrain, dans le monde cyber aussi. Donc, c'est pas être anxiogène. Enfin, en tout cas, je dors très bien personnellement. Je vous remercie. Mais c'est pas une question d'être anxiogène. C'est une question de être lucide sur la réalité des enjeux qui se passent aujourd'hui dans le monde. Voilà. Et donc aujourd'hui, le monde est plutôt plus brutal aujourd'hui qu'il l'est précédemment. Je pense que l'expression les dividendes de la paix n'ont jamais aussi mal porté leur terme qu'aujourd'hui. Et donc le réveil est brutal. Mais le monde n'a jamais été un long fleuve tranquille avec tout le monde qui s'aime. C'est pas vrai. Enfin, en tout cas, l'histoire nous le démontre. Et là, l'histoire nous le rappelle. Et comme ça a été évoqué en introduction, comme le monde se digitalise à toute vitesse, quelles que soient les organisations, quelle que soit leur taille, eh ben, la menace va de façon corrélée. Et Florence, parce que finalement, là, Hugues vient juste à l'instant de parler de la question du rôle de diffusion. Est-ce qu'on est suffisamment mûr et comment on fait redescendre cette prise de conscience ? Parce que là, on était en haut du spectre. Mais en France, 80% de notre économie sont des TPE-PME. Oui, alors c'est difficile parce que, en effet, on l'a rappelé, comment toucher ces PME, ces TPE, voire les petits hôpitaux de région, les petites structures publiques et les collectivités, hein, c'est les petites mairies aussi, 36 000 communes en France. Donc c'est pas facile. Alors on a de la chance quand même, on a beaucoup de choses. Alors peut-être trop dispersé. C'est vrai qu'il y a eu le
projet de campus cyber donc, national qui a essaimé dans toutes les régions. Aujourd'hui, il y a 7-8 campus qui sont labellisés dans les régions, qui font ce travail de terrain quand même, d'aller voir les entreprises, d'aller voir les collectivités. Il y a une forte action, je le rappelle, parce que moi j'avais beaucoup travaillé avec la gendarmerie locale, la police, les CERT, enfin les CICERT, donc les centres de réponse à incidents voulus par l'ANSSI dans chacune des régions, font aussi un gros travail sur le terrain. Bon, bien sûr, je vais parler pour mon association. Les associations comme la mienne, mais il y en a un certain nombre, on a aussi également ce travail d'aller nous adresser à des plus petites structures, de diffuser aussi l'information à travers des conférences, des livres blancs, des rencontres. Donc voilà, on a quand même un réseau national et un maillage ultramarin aussi qui est assez important. Alors parfois, ça manque peut-être de liens. Il y a aussi les chambres de commerce. Enfin, il y a plein de structures, les associations, les syndicats, comme le MEDEF, la CPME. La CPME, il fait un travail formidable aussi sur le terrain pour aller sensibiliser. C'est pas simple, comme je disais, c'est pas la priorité. En revanche, peu à peu, on passe les messages et je pense que c'est pas qu'une fois, c'est 2 fois, c'est 3 fois. C'est aussi des retours d'expérience. Ça marque. Hein, quand quelqu'un vous raconte, moi, mon entreprise, elle a été hackée, mon hôpital, il a été hacké. Ça fait réfléchir aussi. Donc il faut continuer et on va y arriver. Alors après, il y a des mesures coercitives. On peut reprendre l'exemple de la ceinture de sécurité. À partir du moment où elle est rendue obligatoire, il y a eu un effet sur la baisse des morts de la route. Mais bon. Voilà, on est un peu comme des pilotes de Ferrari à fond sans vraiment maîtriser. Je voulais juste... CICERT, ça vous parle ? Oui, centre de réponse à incidents. Hein, donc, Vous avez un CERT ? C'était une super transition, merci Florence. Oui. Non, mais pour compléter ce que disait Florence, et puis il y a aussi des acteurs privés. Moi, je suis un grand fan et promoteur de la collaboration publique-privée sur ces sujets-là. Pourquoi les JO se sont bien passés ? Parce que, il y a une mobilisation pour un événement exceptionnel, mais aussi parce que le public et le privé se sont coordonnés en amont pour répondre efficacement et anticiper la menace. Et donc Orange, et je pense que ça fait partie de son ADN d'opérateur dans les territoires, tu connais ça Marc, il n'y a aucun acteur privé à 100 experts en cybersécurité à Lille, à Toulouse, à Bordeaux, à Marseille, à Lyon, 400 à Rennes, bien plus à Paris, un peu à Strasbourg, un peu à Nantes. Et donc, aucun autre acteur français n'a ça. Voilà. Nous, on a cette chance-là d'avoir ce maillage territorial en relation étroite avec nos collègues du groupe Orange, chez Orange Cyberdéfense. Et donc, on est aussi au plus près des entreprises, quelle que soit leur taille. Et souvent, on est appelé le vendredi soir à 22h parce qu'il y a une cyberattaque et que les personnes sont sidérées, un peu comme un lapin dans les phares d'une voiture. Et donc, on ne sait pas ce qu'on doit faire. Et ça m'est arrivé en tant que gestionnaire de crise. Et je vous promets que c'est tout sauf évident. Hein, c'est tout sauf évident, y compris quand on est nous-mêmes hackés au sein du groupe Orange. Il y a cette dimension psychologique qui est probablement la dernière à être en plus envisagée, mais c'est vrai que les RSSI se sentent bien seuls et coupables en fait quand ça arrive. Il y a vraiment des mécanismes intellectuels qui sont qui doivent être pris en compte. Moi, je voulais peut-être revenir sur le Parlement, Guillaume, avec une question qui n'est pas prévue, mais comme on était en train de parler de Nice 2, etc. Est-ce que c'est bien de toujours exempter le Parlement des obligations qu'on fait peser sur le secteur privé ? Merci, je te reconnais bien là. Non, c'est effectivement pas préparé. Mais on se connaît depuis longtemps, donc ça ne m'étonne pas. Et merci de parler de ce sujet-là. Effectivement, il y a eu la prise en compte tout simplement de l'exceptionnalité constitutionnelle dans tous les pays européens, où justement la séparation des pouvoirs veut qu'il ne peut pas y avoir de lien d'obédience entre le législatif et l'exécutif. Donc, de fait, les parlements sont exclus des obligations de Nice 2 parce que dans Nice 2, vous avez une obligation de rendre compte à une autorité nationale. En France, c'est l'ANSSI, et il est hors de question que l'ANSSI, organe sous l'autorité du Premier ministre, nous, Assemblée nationale, nous devions rendre des comptes et obéir au pouvoir de l'exécutif. Donc, fort de ça, je vais juste vous dire sur l'histoire de Nice 2 que cette petite partie-là d'exclusion des parlements
ne figurait pas dans le texte. Elle est arrivée une semaine avant la signature finale du texte. Et c'est là où j'ai commencé à transpirer, à me dire, bon, ben tant pis, ils ont vu. Ils ont vu l'erreur, mais bon, tant pis, on va faire avec. Il n'empêche que ce qui est intéressant quand même, c'est de dire, c'est pas parce que la loi nous exclut de son applicabilité qu'on va faire tout et n'importe quoi. Évidemment que non. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que nos députés, qui vont devoir retranscrire dans le droit national la directive Nice 2, qui prend du retard, c'est pas de notre faute. Hein. Mais c'est pas une question de faute, la démocratie, c'est juste que la dissolution a retardé un peu tout ça. Voilà. C'est juste pour rappeler que ça a sacrément perturbé l'agenda parlementaire. Mais en tout cas, nos députés veulent être exemplaires dans l'application de Nice 2. Donc en amont, moi je suis sollicité par nos députés pour prouver que nous sommes déjà conformes sur un certain nombre de choses. Évidemment, on n'est jamais conforme à 100%. La cybersécurité, c'est un idéal qu'on essaye d'atteindre, mais qu'on sait qu'on n'atteindra jamais. Donc, l'idée, c'est de renvoyer à ceux qui vont rédiger la transcription de la loi nationale, d'expliquer, nous, à quel point on est conforme, parce qu'il serait hors de question d'exiger de la part du secteur privé ou d'autres institutions de coller parfaitement à l'application de Nice 2 si on ne l'était pas nous-mêmes. C'est quand même... Et sur ce point, il y a quelque chose qui nous lie tous, c'est qu'on sait qu'en cyber, on a le niveau du maillon le plus faible. Donc, exactement. Le niveau de cybersécurité d'un système d'information, qui n'est que très souvent le cumul de plusieurs systèmes d'information, le métronome, enfin, ce qui va vous donner votre indicateur de niveau de sécurité, c'est celui qui est le plus faible. Et donc vous avez vos députés, nous on a nos pays chez Orange, et donc on est présent dans 8 pays en Europe et 18 pays en Afrique, et vous pouvez comprendre assez aisément, et moi j'ai été beaucoup sur le terrain dans ces pays-là, donc je connais un petit peu, que le niveau de cybersécurité à Bangui en Centrafrique n'est pas exactement le même que celui en France ou à Paris. Et donc du coup, le niveau de sécurité du groupe Orange, c'est celui-là. Voilà. Si vous avez une forteresse, mais que le mur n'est pas de la même taille ou de la même épaisseur partout, les hackers vont rentrer par l'endroit où c'est le plus fragile. Donc c'est vraiment les enjeux collectifs qu'on a dans un groupe comme Orange, et ça va être à peu près la même chose pour le nombre de députés à l'Assemblée ou de sénateurs. Nous, on surveille ça, et donc on essaie de faire monter le niveau moyen de l'ensemble, parce que sur Internet, rentrer sur une adresse IP qui est en France ou ailleurs, ça ne va pas changer grand-chose sur leur mécanisme d'attaque. Et donc c'est comme ça qu'ils vont essayer d'affaiblir et d'attaquer un groupe comme Orange. Merci. En vous écoutant, en fait, il y a quelque chose dont je ne m'étais pas rendu compte, c'est que, bon, on n'a pas le droit de le dire, mais on va le faire quand même, vous êtes un OIV, vous êtes un organisme d'importance vitale, mais on n'a pas le droit de le dire. Mais on n'a pas le droit de le dire. Mais j'ai l'impression même que vous êtes une infrastructure d'importance vitale, puisqu'il y a les câbles, parce qu'il y a, les telcos, la dimension fait que vous êtes peut-être un peu plus critique, un peu comme EDF quelque part. On n'a toujours pas le droit de le dire. Encore une fois, l'histoire des JO est la bonne, hein, c'est-à-dire que les JO, c'était un événement public, collectif, et un succès, une réussite pour la France et pour Paris et le comité d'organisation. Mais si EDF tombait, BNP tombait ou Orange tombait, il n'y avait pas de JO. Voilà. Donc les acteurs privés sont tout à fait voilà. Orange s'occupait avait l'exclusivité sur les télécommunications. Sans télécommunications, vous n'avez pas de connectivité, vous n'avez pas de Wi-Fi, vous n'avez pas de billetterie, vous n'avez pas de retransmission, tout ça n'existe pas, vous n'avez pas de chronométrage. Donc il n'y a pas d'épreuve. Voilà. Et donc ça a été un événement extrêmement sensible et aigu pour tout le groupe qui a mobilisé beaucoup d'entre vous parce qu'il y avait cette criticité. Et voilà. Et donc aujourd'hui, et les câbles sous-marins, c'est un autre exemple. 98% du trafic Internet passe par les câbles sous-marins. S'il y a un moindre incident ou plusieurs incidents conjugués, il n'y a plus d'Internet. Et sans Internet, on ne fait pas grand-chose aujourd'hui. Hein. Merci beaucoup. On va basculer sur le 3e chapitre, mais je voudrais savoir s'il y a des questions. C'est toujours la plus dure, mais peut-être qu'on peut commencer à basculer dans les questions. Très bien, on va allumer le feu. On va parler de souveraineté. Ah, ok, super. Sinon, je vais être obligé de vous provoquer. Thibaut Kéran, on a parlé de menaces, que ce soit venant de l'Est ou d'autres menaces en Europe,
mais Orange a une application, genre FinTech, Orange Money, Maxit, avec l'application. Il y a eu le 20 novembre un réseau de cybercriminalité qui a été démantelé au Sénégal. Comment Orange protège ou accompagne le fait de ne pas être cyberattaqué? En fait, Orange est cyberattaqué en permanence. En permanence. Tous les jours, on les attaque. Tous les jours, il y a des portes qui s'ouvrent. Tous les jours, il y a des vulnérabilités qui se révèlent. Tous les jours, il y a des systèmes qui ne sont pas mis à jour. Le premier truc, c'est pourquoi est-ce que vous avez là-dessus autant de demandes de mise à jour? C'est pas des mises à jour fonctionnelles. Votre application, elle ne marche pas 2 fois mieux après. C'est pour la plupart du temps des mises à jour de sécurité. Donc, c'est ce qui se passe aussi avec Orange Money ou Maxit. Voilà. Donc les équipes travaillent pour en permanence améliorer la sécurité et la résilience de nos systèmes. Et encore une fois, c'est pas ne pas se faire cyberattaquer. On se fait cyberattaquer. C'est est-ce qu'on les repousse? Et s'ils rentrent, est-ce qu'on arrive à ce qu'ils n'entravent pas le fonctionnement de nos systèmes? Et donc, mais ça arrive tous les jours. C'est-à-dire que c'est une invasion permanente, c'est un déluge d'informations et d'attaques qui visent des groupes comme Orange, mais pas que nous, hein, tous les groupes. Et donc, on travaille en permanence là-dessus. Et le Orange Middle East and Africa, l'entité, la division qui s'occupe de ces services-là, a ses propres services de sécurité basés à Casablanca, au Sénégal et en Côte d'Ivoire, pour justement travailler sur la cybersécurité de ces systèmes-là. Et on les aide et on les épaule pour qu'ils aient le niveau requis. Donc c'est vraiment quelque chose maintenant qui rentre en ligne de compte dans la conception des produits et dans l'exploitation des produits comme ceux que vous venez d'évoquer. Et là, c'est hyper important ce qui vient d'être dit parce que c'est la cybersécurité par conception. By design est quelque chose qu'on pousse tous depuis longtemps et qui arrive peu à peu. Il y a aussi une innovation chez Orange, hein, vous avez peut-être vu sur vos SMS, il y a marqué RCS, qui est aussi une sécurité qui est liée à un partenariat, mais qui apporte de la confiance et du chiffrement sur les SMS. On ouvre le sujet souveraineté. Ah non, ouais, on a encore des questions. Moi j'aime bien me balader, j'aime bien être avec vous. Bonjour, juste une petite question pour Hugues. Il me semble, mais j'ai peut-être mal compris, que Orange avait été victime d'une demande de rançon récemment. Alors, question un peu peut-être gratte-poil, vous n'êtes pas obligé d'y répondre. Est-ce qu'Orange a payé? Et si je puis, est-ce que Orange a payé? Je ne sais pas qui vous a dit ça, parce que je pense que je ne l'ai pas dit. Non, ça reste entre nous. On ne paye jamais. Voilà. Est-ce qu'il faut payer? On ne paye jamais. On ne paye jamais parce que quand vous payez, enfin en tout cas c'est ma conviction personnelle, en tout cas c'est la doctrine qu'on doit avoir, parce que quand vous payez, vous nourrissez le crime, donc rien ne vous prouve qu'il ne va pas réattaquer avec les fruits de ce qu'il aura récolté, et deuxièmement, vous n'êtes jamais complètement sûr que bien qu'ayant payé la rançon, vos données, vos systèmes soient intègres. Après, il y a plein de cas, et j'en connais plein, parmi nos clients aussi, qui payent. Parce que si ils ne payent pas... Parce qu'en fait, les attaquants sont super malins, ils font du social engineering, ils regardent vos systèmes, et si ça va vous coûter 100 de reconstruire votre système, il va vous demander une rançon à 80. Et ils le font exprès, et ils font les calculs. Voilà. Donc il y a toujours un incentive à ce que vous payez. Donc il y a des grands groupes comme nous qui peuvent s'en remettre, on peut prendre le temps, on peut avoir un système indisponible et on le reconstruit. Et après il y a d'autres entreprises plus fragiles qui n'ont pas le temps et qui n'ont pas les moyens de ça. Et j'en connais plein. Mais la doctrine, nous, en tant que professionnels du secteur, c'est celle-là. Et celle de l'État aussi, hein. Il ne faut pas payer, sinon ça crée un marché de la rançon qui va s'adosser à vos primes d'assurance. Et sur ce sujet, est-ce qu'on a... Oui, moi je ferai Florence et... Florence, bon. Non, j'allais juste rebondir sur ce que vient de dire Hugues. Effectivement, tout ça fait sens et c'est la position de nombreux acteurs en Europe. J'ajoute à nouveau, et pardonnez-moi, à nouveau le suraccident, puisque vous payez une rançon. La rançon, vous ne savez pas dans quelle poche elle va se retrouver, mais certaines autorités, en particulier le Trésor américain, va faire cette vérification. Et si cette rançon est payé à un groupe qui est listé par les autorités américaines comme étant sanctionné, financement du terrorisme, criminalité, vous serez sanctionné et poursuivi par les États-Unis, même si vous n'êtes pas forcément implanté aux États-Unis. Donc il y a également ce risque très fort de faire l'objet de poursuites pénales en payant une rançon. Et d'ailleurs, il y avait ce cas de Colonial Pipeline, qui est un grand opérateur énergétique. Eux, ils ont payé. C'était au moment où on se posait encore un peu la question. Ils ont payé, mais ils n'ont jamais eu la clé de déchiffrement. Parce qu'il y a aussi ça, aussi vous payez,
mais est-ce qu'on va vous rendre vos données? Bon, ils ont un service client, enfin, ils sont bien organisés, hein, c'est assez propre. Il nous reste 5 minutes. Je peux les prendre? Vous me les devez? Ah, c'est trop sympa. Je voudrais qu'on parle un petit peu de souveraineté. Vous entendez beaucoup parler de souveraineté énergétique, de souveraineté alimentaire. Il paraît que la souveraineté, on peut la démembrer. Donc, du coup, on parle aussi de souveraineté numérique. Florence, sur la souveraineté numérique, comment on regarde ce sujet occlusif et comment on devrait le regarder entre nous? Alors, c'est un vaste sujet. Hein, la souveraineté, elle est à toutes les sauces. Et en effet, le numérique n'y échappe pas. Alors, nous, Occlusif, on préfère parler, et là, on rejoint le directeur de l'ANSSI, d'autonomie stratégique. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que bon, l'Occlusif, je vous ai dit, on a des membres qui viennent nos adhérents viennent de partout. On a aussi des adhérents de sociétés extra-européennes, notamment des adhérents de sociétés, de représentants de sociétés américaines en France. Donc il est évident, quand on parle de souveraineté, il y a certaines voix qui s'élèvent aujourd'hui en France et en Europe, disant qu'il faut s'appuyer uniquement sur des outils français, voire européens. Bon, tu l'as dit tout à l'heure, hein, Guillaume, on n'a pas aujourd'hui, on n'a pas l'ensemble du spectre, et même si on l'a, est-ce que toutes ces solutions sont interopérables? Est-ce que toutes ces solutions peuvent être utilisées facilement? On a l'habitude de certaines solutions, je ne vais pas les citer, mais aujourd'hui américaines, etc. On est presque né dedans. Donc c'est difficile de s'en passer. Bon, ça c'est une première chose. Il ne faut pas oublier que du côté américain, du côté israélien, on a, pour ne citer que, on a quand même beaucoup d'innovations en termes technologiques et il ne faut pas non plus ne pas regarder ce qu'ils font parce que c'est intéressant. Donc la souveraineté, qu'est-ce qu'on veut en faire? Donc là aussi, je disais, nous on préfère parler d'autonomie stratégique, c'est-à-dire aller bien sûr dans la mesure du possible de plus en plus vers des solutions européennes, et on ne se restreint pas à la France, quand ça existe, quand c'est possible. On peut revenir sur la stratégie de cloud. Là, je vais citer ma présidente. Ma présidente est également directrice de la cybersécurité de la Caisse des dépôts. Donc on ne peut pas dire qu'ils vont tout mettre dans le cloud américain. Hein. Mais elle-même dit, pas tout. Je crois que vous la connaissez. Ce qui est stratégique, ce qui est critique, bien sûr, on va l'héberger en France dans des infrastructures françaises, européennes, notamment chez Orange. Mais si c'est moins critique, il faut savoir qu'il y a aussi des différences de coûts entre de l'Amazon, de l'Azure, de Microsoft, etc. On parle de 15 à 30% de différence de coûts dans certains cas, pour sur certaines applications. Donc une entreprise qui sait qu'elle va mettre ses actifs stratégiques et critiques, bien les protéger en France, alors bien les protéger des lois extraterritoriales. Et puis le reste, on peut peut-être se permettre d'aller chez un hyperscaler américain. Ça, c'est pour les grands comptes. Les petites structures, j'en reviens à ça, sauf si vraiment elles sont sur des secteurs très très protégés comme la défense, la santé, ils regardent eux tout de suite les coûts. Et ils vont voir que chez Amazon, alors pas toujours, et je pense que Orange a un très bon rapport qualité-prix, mais parfois c'est peut-être 30% moins cher chez Amazon, donc on met ça chez Amazon, sans se poser la question. Oui, parce donc que j'ai pas de réponse. L'Occlusif n'a pas de réponse tranchée. Moi, ce que j'apprécie, et c'est aussi ma ligne, c'est que la souveraineté n'a rien à voir avec la nationalité, mais je reviendrai dessus. Parlons plutôt de confiance. Tu voulais jumper, mais alors... parce que je donnerai aussi la période à Hugues, donc on est à 34-45, on doit finir à 35. 35, d'accord. La souveraineté ne veut pas dire nationalité en fait. C'est juste dire on a... C'est pas le souverainisme. C'est dire on doit rester résilient, peu importe la solution qu'on va utiliser en fait. Elle ne dit pas, souveraineté ne veut pas dire je ne dois pas utiliser une solution américaine. C'est pas le sujet. C'est stratégie d'usage, stratégie de maîtrise de la donnée. D'ailleurs, l'actualité des 2-3 dernières semaines, avec la chute d'AWS, la chute de Microsoft Azure, a montré que ceux qui ont fait le choix de n'être que dans un offreur sont retrouvés directement impactés. Donc la résilience veut on doit faire un panachage et utiliser de multiples technologies, faire la cartographie des informations sensibles qui doivent être sur un Secnum Cloud si besoin, ou sur d'autres clouds qui n'ont pas cette vocation à avoir une extraterritorialité du droit qui va s'appliquer sur les données. Point. Et Orange Business et Secnum Cloud. Je vous en prie, Hugues. Oui, juste
C'est un sujet qui émerge beaucoup. Les déclarations du président américain aident aussi à prendre conscience, un certain nombre d'acteurs de la place, à prendre qu'est-ce que ça veut dire, si je mets mes données là, quelles sont les conséquences, quels sont les types de contraintes auxquelles je suis soumis. Donc ça, je pense que c'est une bonne chose. Aujourd'hui, il faut avoir conscience qu'on est biberonné à des solutions américaines. Dans le monde de la cybersécurité, 80-90% des solutions sont américaines, et c'est ce que demandent nos clients. C'est-à-dire que voilà, la plupart d'entre elles avec des souches israéliennes qui partent aux États-Unis pour faire passer leurs solutions à l'échelle. Et donc je pense que ça fait partie des responsabilités du groupe Orange, et en tout cas d'Orange Cyberdéfense, de faire émerger la pluralité des solutions et donc de trouver des pépites, des startups, et il y en a, parce que c'est un monde en évolution permanent, et de les faire grandir et de les accompagner et de les proposer à nos clients. On a travaillé avec Tetris, on travaille avec Sequoia, on travaille avec Arfanglab, qui sont des entreprises françaises dans le monde de la cybersécurité, et qu'on essaye de promouvoir auprès de nos clients qui ont quand même beaucoup les yeux tournés vers les États-Unis. Merci beaucoup, Hugues. On retiendra que Donald Trump aide, et ça, c'est très disruptif. Merci pour ce mot de conclusion. À prendre conscience. Juste vous rappeler que cyber, ça vient du grec Kubernetes, ça veut dire gouvernement. Donc on parle de cybersécurité des systèmes d'information, on parle des gouvernements des systèmes d'information, on comprend la dimension stratégique. Et merci à nos experts et décideurs d'avoir été présents aujourd'hui. Merci de l'invitation.